Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Bien le bonsoir Twitch, bienvenue pour cette nouvelle édition du Live Lecture, l'émission du jeudi soir où on prend le temps de se raconter des histoires purement et simplement. Bonsoir à tous les gens qui nous ont déjà rejoints dans le clavardage, bonsoir Patient Cortex, bonsoir à Suisse Kazoo et bonsoir à vous qui êtes d'ores déjà connectés pour cette émission qui commencera d'ici d'ici 12 petites minutes plus ou moins, le temps de se retrouver, de discuter un brin également. Je vais essayer de trouver une petite musique d'ambiance. J'avais trouvé quelque chose la dernière fois, j'étais parti chercher de la lo-fi, si je me rappelle bien, donc on va trouver ça d'ici quelques instants, le temps au moins que je cherche lo-fi purement et simplement. Voilà, j'ai trouvé. Oh, Suiskazoo qui redemande depuis 9 mois, merci beaucoup Suiskazoo. 9 mois déjà, quel beau bébé. Et la musique est partie beaucoup trop fortement. Voilà. Nous y voici. Nous y voilà. La balance est tranquillement faite. Voilà. Là, nous sommes bien. Bonsoir, Keferan. Merci de nous rejoindre. Et donc, merci à Suiskazoo. 9e mois d'affilée. Ça fait déjà 9 mois. Ça fait déjà 9 mois l'émission. Bah oui, techniquement, puisqu'on a commencé le 25 janvier. Donc ça va faire 9 mois. Ça fait 9 mois et 3 jours ce soir. Purée. J'ai pas vu le temps passer. C'est comme si on avait commencé il y a 3 mois pour moi, plus ou moins. Alors, pour ce soir, il est possible que les alertes ne fonctionnent pas pendant les temps de discussion, pour la simple et bonne raison que Wisebot est sous maintenance ce soir. Donc il est possible que vos commandes et autres alertes ne fonctionnent pas. Et bien auquel cas, je vous demanderai un petit peu de patience. Ce sera réglé le temps qu'ils terminent leur maintenance, donc probablement d'ici au prochain live. D'ailleurs, parlant de sons qui ne se déclenchent pas ou de choses qui ne fonctionnent pas, chers amis, je ne sais pas si nous allons pouvoir avoir la rediffusion du direct de lundi. Parce que lundi soir, dans la panique, donc pour le live spécial Halloween, le live jeu de rôle spécial Halloween, dans la panique, nous avons eu plusieurs problèmes techniques, et notamment 2 redémarrages impromptus d'OBS au lieu où nous étions en train de tourner, ce qui a eu pour effet déjà de nous faire passablement monter la pression à nous tous. D'ailleurs, je tiens à remercier à l'équipe qui était là, donc à commencer par les joueurs et Snorri qui s'occupait de la technique et de la réalisation en direct. Mais donc, ce qui a eu comme autre effet délétère, c'est que nous avions des micros qui étaient réglés. Et au moment de vous retrouver, pour une raison que j'ignore, les micros ne se sont pas déclenchés. Donc, cherchant une solution en vitesse d'urgence, eh bien, on a pris la première source qui fonctionnait. Et la première source qui fonctionnait, c'était le micro de la webcam de Serum.
Donc, tout le live a une qualité de son qui est dégueulasse. C'est une horreur. D'ailleurs, pour ça, je tiens à souligner d'une part votre patience et d'autre part votre endurance, parce que tenir près de 4 heures d'émission avec un son aussi pourri, vous êtes admirable, d'autant plus que je vous avais préparé de la musique de fond n'est absolument pas passée, donc concrètement il y a 3 heures de jeu de rôle, voire un peu plus, qui sont avec une qualité de son immonde, et en plus de ça, aucune musique. Donc vous avez été d'une patience incroyable. Pour la rediffusion, on ne pourra pas faire on ne pourra pas faire de miracle. Je vais essayer concrètement d'effacer le plus de souffle possible, d'avoir un son à peu près propre. Ce que j'ai comme projet, c'est de faire ça, de mettre de la musique à la main et de créer des sous-titres pour les parties où on n'entend vraiment pas. J'espère que ça suffira pour que le live soit regardable. Maintenant, il n'aura clairement pas la qualité que je souhaitais qu'il ait au début. Après, la bonne nouvelle, c'est que je voulais voir si le dispositif était gérable pour une occasion comme celle-ci. Donc, a priori, l'année prochaine, on est reparti pour un live de ce genre-ci. Maintenant, on pourra autrement mieux fourbir le décor, les costumes et autres. Et cette fois-ci, je le souhaite, que nous ayons une qualité de son qui soit irréprochable. Le jeu de rôle de lundi était très cool, je n'ai toujours pas le son, je ne sais pas comment tu fais Suskezo pour deviner du sujet. Radio Cobra, bonsoir Radio Cobra qui nous dit: pour être honnête j'ai tenu 10 minutes puis je me suis endormi. Bah écoute, c'est parce que c'était chiant ou parce que le son était pourri. Non, j'imagine que tu devais être fatigué. Et comme j'ai dit, ouais, tu l'as raté, le jeu de rôle il est disponible en rediffusion sur Twitch, Impatient Cortex. Mais comme je viens de le dire, à votre place, si je parviens à faire quelque chose d'à peu près potable pour la rediffusion, je vous invite plutôt à attendre la rediffusion YouTube, parce que pour l'instant, ce qu'il y a de disponible sur Twitch est infâme. Même moi, je le regarde, même pour quelqu'un que j'aimerais beaucoup, je ne le regarderai pas, à titre personnel. Bien. Radio Cobra, non, j'avais mal au crâne et ne tenais plus debout. Oui, et bah évidemment, je comprends de Cobra. Et tu as bien fait. Parce que de toute manière, avec ce genre de soucis, mieux vaut se reposer, concrètement. Et on était parti pour 4 heures. Donc concrètement, si en début de live, t'avais trop mal au crâne pour essayer de suivre plus de 10 minutes, ça valait même pas la peine de forcer. D'ailleurs, ça ne vaut jamais la peine de forcer pour un live. Sitôt que vous avez autre chose à faire, barrez-vous. Concrètement. Voilà. Je saurai attendre pour une meilleure qualité. Je vais faire de mon mieux, en tout Patient Cortex. Je ne sais pas ce que ça rendra, encore une fois. Je souhaite que ce soit de qualité. Maintenant, là où je suis déconfit, c'est que ça n'aura jamais la qualité que je voulais que ça aille. Maintenant, on va arriver à faire quelque chose. Mais... Ah! Comme vous pouvez le sentir, je suis un peu déçu. Bien. Mais ceci est une chose et nous sommes partis pour une autre. Nous avons aujourd'hui, et ce soir plus précisément, la suite des aventures d'Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Rappelez-vous, lors de la dernière émission, nous avons eu un Arsène Lupin qui a réussi à faxer, ou plutôt à poster Herlock Sholmes ligoté, bâillonné, dans un bateau à direction de Southampton. Et donc, a priori, ce cher Arsène s'était purement et simplement débarrassé du détective anglais qui avait juré que sous 10 jours, il l'enfermerait. Donc, la question est la suivante. Que va-t-il se passer? Et en particulier, est-ce que c'est la victoire pour Arsène Lupin? Est-ce que Herlock Sholmes sera de retour? Ce sont les questions qui nous meuvent, qui nous hantent avec un H, comme dans Alibi. Et donc, commençons-nous ou attendons-nous encore des gens? Voilà une autre question qui me hante. Où en sommes-nous? Alors, est-ce que j'ai mis une annonce déjà pour commencer?
Évidemment que non, je n'ai pas mis une annonce. Quelle erreur. Alors, à tout le monde. Voilà. Voilà qui est envoyé. Oui, Sucezo qui nous dit je suis actuellement en muet car il est avec des collègues. Oui, bah d'ailleurs, Kazu, au vu de ce que tu m'as décrit, tu sais que tu peux aussi prendre ton temps et arriver un peu plus tard. Je ne crois pas que nous risquions une grande dissidence, déjà au vu du nombre que nous sommes ce soir, et d'autre part au vu des habitués. Oh, mais coucou Gueltaz, ça fait plaisir de te revoir, comment vas-tu? euh... Qu'est-ce que... Je voulais rajouter quelque chose et donner une information. En l'occurrence, j'avais un truc. Gueltaz qui nous dit désolé, je n'arrive que maintenant, je bossais mes comptes, mais il n'y a pas de souci, Gueltaz. Sache que tu es arrivé dans le moment de discussion qui précède la lecture. Donc concrètement, tu n'as rien manqué. Assieds-toi, prends ton temps, prépare-toi un thé éventuellement. Ça peut être bien un thé à ce moment-là. D'ailleurs, je sais que certains m'écoutent dans un canapé a priori ou voire carrément sous leur drap. Donc concrètement, je vous invite. Posez-vous parce que si vous avez la chance de pouvoir faire ça, je vous avoue que j'adore faire ça à titre personnel. Trouver des gens qui racontent des histoires, me poser sous mes draps, mettre une histoire qui commence et hop. Et à partir de là, c'est généralement un quart d'heure avant que je m'endorme. Mais n'hésitez pas. Gueltas qui dit j'adorerais, oui, mais je suis dans un Formule 1 tout naze. Et ça t'empêche de te faire un thé? Ou de commander un thé? Bonsoir Raveline, non tu n'es pas en retard, nous allons commencer d'ici quelques minutes, mais concrètement tu n'es pas encore en retard. Mais purée, j'avais quelque chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Oui, parlant de traitement de son, il est tout à fait possible... Ah tu dis la Formule 1, il n'y a rien. Eh bien, merci pour la personne qui nous a offert un cadeau d'un abonnement, enfin un cadeau anonyme qui a offert un abonnement et c'est Chad qui reçoit un abonnement de niveau 1. Écoute, merci spectateur anonyme. Concrètement, grâce... Ah, c'est toi Radio Cobra? Alors comment ça se fait qu'on n'a pas vu ton nom? C'est bizarre ça. Bien, ce que je voulais vous dire, c'est que grâce... Merde, je voulais rester anonyme. Faites comme si j'avais rien dit. Ah là là. Et le plus drôle, c'est que en fait, ça peut être toi comme ça peut ne pas être toi. On ne le saura jamais, Radio Cobra. Tu le sais. Concrètement. Mais, cela dit, grâce à Serum, il est possible que j'ai un traitement de son supplémentaire sur le micro qui puisse effacer les restes comment dire,
les restes d'écho qu'il y a sur ma voix. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais si ça fonctionne, ça veut dire que sitôt la fin d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes atteinte, nous pourrons reprendre le conte de Monte Cristo. Rien que ça. Rien que ça, alors que concrètement, je n'ai toujours pas de mousse au mur. La chambre est un peu plus remplie maintenant, mais concrètement, il n'y a pas de traitement supplémentaire contre l'écho par rapport à quand j'ai commencé dans cette salle-ci. Mais grâce à ça, techniquement, on devrait être en mesure de le reprendre. Et ça, c'est beau. C'est un petit pas pour l'homme. Enfin, c'est un petit pas pour moi, mais probablement un grand pas pour la chaîne. Dans un formulaire, qu'est-ce que je raconte? Avec 5 spectateurs, dur de rester anonyme. Raveline, je suis assise à ma table à côté de mon poêle à bois où un feu ronronne et je suis en train de me faire un thé pour écouter le live lecture, une soirée fort agréable en perspective. Alors agréable sans doute, mais à mon avis fort divertissante pour vous puisque concrètement, j'ai eu la chance de lire le chapitre il y a à peine 2 heures. Puisque cette semaine, je croule sous le boulot. Donc, j'ai vraiment préparé cette émission en dernière minute. Mais, chers amis, je me suis marré à en avoir les larmes, franchement. C'est probablement... Enfin, chaque épisode est jouissif avec Arsène Lupin, mais celui-ci m'a vraiment fait hurler de rire. Donc, j'espère que ça vous plaira. Oh, et accessoirement, je vois que nous sommes quelques-uns en plus. C'est un vrai plaisir. Et donc, avec tout ça, chers amis, je pense que nous allons pouvoir commencer puisqu'il est 21h18. Alors, certes, Bavard ne nous attend pas à la fin, mais il faut aussi que votre serviteur ne fasse pas trop tard puisque demain matin, il y a travail pour moi aussi. Donc sur ce, je vais pouvoir couper tranquillement la musique. Non, définitivement, Wisebot ne veut pas ce soir. Tant pis. Par contre, j'ai raté les 2 derniers live lectures. Vais-je comprendre ce qu'il se passe, nous demande Raveline. Alors, il y a un gentleman cambrioleur qui s'appelle Arsène Lupin, qui se fait courser par un détective qui s'appelle Sherlock Holmes. Et concrètement, Sherlock Holmes a dit « Je vais arrêter Lupin ». Et Lupin a dit « Chiche ». Voilà. Voilà en gros ce que tu as besoin de savoir pour suivre l'émission de ce soir, Raveline. C'est à peu près tout. C'est ça l'avantage d'Arsène Lupin et de l'écriture de Maurice Leblanc, c'est que il a réussi, même dans ses œuvres un peu plus suivies, à créer un format qui est à la fois suivi et à la fois épisodique. Donc concrètement... pour le résumé Radio Cobra, le diamant bleu dans le dentifrice est un faux. Voilà. Ça, c'est un vrai résumé Radio Cobra. Je rappelle le résumé Radio Cobra pour ceux qui seraient là pour la première fois, à la fois en direct ou sur la rediffusion. Le résumé Radio Cobra, il faut dire une vraie information concernant l'histoire, mais qui ne permet pas une demi-seconde de comprendre réellement ce qu'il y a dans l'histoire. J'ai pas compris. Et ben pourtant, c'est un vrai résumé Radio Cobra. Il y a une dame blonde, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Non, concrètement, une information qu'il est bon de savoir pour le début de ce chapitre-ci, c'est qu'à la fin du dernier épisode, Arsène Lupin, fort mari de se faire tarabuster par ce cher Sherlock Holmes, a fini par l'arrêter purement et simplement, le faire ficeler et l'a envoyé comme un paquet cadeau sur un bateau en direction de l'Angleterre pour l'empêcher de l'arrêter sous le délai de 10 jours, comme il l'avait promis au début de l'histoire. Ça, je crois que c'est la seule information que tu as besoin de savoir avant de commencer l'histoire de ce soir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, chers amis, il est 21h20, il est donc plus que temps de nous lancer dans le récit qui nous occupe et qui nous intéresse pour ce soir. Je vais donc baisser la musique lo-fi que nous retrouverons tout à l'heure pour la fermeture de l'émission. Vous avez des problèmes avec quelqu'un? Adoptez la technique Lupin
Postez-le. Ça marche. Ah là là, les vraies techniques. Bien. Hop là. Donc ça c'est fait. Je récupère le début de l'émission. Enfin le début de l'émission, le début du texte. Et sur ce, si vous le voulez bien, l'aube des songes commence. Ah oui, attendez, je lance la phrase traditionnelle, mais il est donc temps pour nous de reprendre cette lecture d'Arsène Lupin contre Herlock Holmes avec notre 6e épisode qui a pour titre « La seconde arrestation d'Arsène Lupin ». Et sur ce, si vous le voulez bien, l'aube des songes commence. Dès 8 heures, 12 voitures de déménagement encombrèrent la rue Crevaux entre l'avenue du Bois de Boulogne et l'avenue Bugeaud. Monsieur Félix Davet quittait l'appartement qu'il occupait au 4e étage du numéro 8. Et Monsieur Dubreuil, expert, qui avait réuni en un seul appartement le 5e étage de la même maison et le 5e étage des 2 maisons contiguës, expédiait le même jour, pure coïncidence puisque ces messieurs ne se connaissaient pas, les collections de meubles pour lesquelles tant de correspondants étrangers lui rendaient quotidiennement visite. Détail qui fut remarqué dans le quartier, mais dont on ne parla que plus tard. Aucune des 12 voitures ne portait le nom et l'adresse du déménageur et aucun des hommes qui les accompagnaient ne s'attarda dans les débits avoisinants. Ils travaillèrent si bien qu'à 11 heures, tout était fini. Il ne restait plus rien que ces monceaux de papier et de chiffon qu'on laisse derrière soi au coin des chambres vides. Monsieur Félix Davet, jeune homme élégant, vêtu selon la mode la plus raffinée, mais qui portait à la main une canne d'entraînement dont le poids indiquait chez son possesseur un biceps peu ordinaire, Monsieur Félix Davet s'en alla tranquillement et s'assit sur le banc de l'allée transversale qui coupe l'avenue du Bois en face de la rue Pergolèse. Près de lui, une femme, en tenue de petite bourgeoise, lisait son journal, tandis qu'un enfant jouait à creuser avec sa pelle un tas de sable. Au bout d'un instant, Félix Davet dit à la femme, sans tourner la tête, « Ganimard, parti ce matin, 9 heures. Où? À la préfecture de police. Seul? Seul. Pas de dépêche cette nuit? Aucune. On a toujours confiance en vous dans la maison. Toujours. Je rends de petits services à Madame Ganimard et elle me raconte tout ce que fait son mari. Nous avons passé la matinée ensemble. C'est bien. Jusqu'à nouvel ordre, continuez à venir ici, chaque jour à 11 heures. Il se leva et se rendit près de la porte Dauphine, au pavillon chinois, où il prit un repas frugal, 2 œufs, des légumes et des fruits. Puis, il retourna rue Crevaux et dit à la concierge « Je jette un coup d'œil là au-dessus et je vous rends les clés. » Il termina son inspection par la pièce qui lui servait de cabinet de travail. Là, il saisit l'extrémité d'un tuyau de gaz dont le coude était articulé et qui pendait le long de la cheminée, enleva le bouchon de cuivre qui le fermait, adapta un petit appareil en forme de cornet et souffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Portant le tuyau à sa bouche, il murmura « Personne, Dubreuil ? » ?»« Personne. »« Je peux monter ? » ?»« Oui. » Il remit le tuyau à sa place,
tout en se disant « Jusqu'où va le progrès ?» Notre siècle fourmille de petites inventions qui rendent vraiment la vie charmante et pittoresque. Et si amusante, surtout quand on sait jouer à la vie comme moi. Il fit pivoter une des moulures de marbre de la cheminée. La plaque de marbre elle-même bougea, et la glace qui la surmontait glissa sur d'invisibles rainures, démasquant une ouverture béante où reposaient les premières marches d'un escalier construit dans le corps même de la cheminée. Tout cela bien propre, en fonte soigneusement astiquée et en carreaux de porcelaine blanche. Il monta. Au 5e étage, même orifice au-dessus de la cheminée. Monsieur Dubreuil attendait. « C'est fini chez vous ?»« C'est fini. »« Tout est débarrassé ?»« Entièrement. »« Le personnel ?»« Il n'y a plus que les 3 hommes de garde. »« Allons-y. » L'un après l'autre, ils montèrent par le même chemin jusqu'à l'étage des domestiques et débouchèrent dans une mansarde où se trouvaient 3 individus dont l'un regardait par la fenêtre. « Rien de nouveau ?»« Rien, patron. »« La rue est calme ?»« Absolument. »« Encore 10 minutes et je pars définitivement. » Vous partirez aussi. D'ici là, au moindre mouvement suspect dans la rue, avertissez-moi. J'ai toujours le doigt sur la sonnerie d'alarme, patron. Dubreuil, vous aviez recommandé à nos déménageurs de ne pas toucher au fil de cette sonnerie. Certes, elle fonctionne à merveille. Alors je suis tranquille. Ces 2 messieurs redescendirent jusqu'à l'appartement de Félix Davey. Et celui-ci, après avoir rajusté la moulure de marbre, s'exclama joyeusement « Dubreuil, je voudrais voir la tête de ceux qui découvriront tous ces admirables trucs. Timbres d'avertissement, réseaux de fils électriques et de tuyaux acoustiques, passages invisibles, lames de parquet qui glissent, escaliers dérobés. Une vraie machination pour féerie. Quelle réclame pour Arsène Lupin! Une réclame dont on se serait bien passé. Dommage de quitter une pareille installation. Tout est à recommencer, Dubreuil. Et sur un nouveau modèle, évidemment, car il ne faut jamais se répéter. Peste soit du Scholms. Toujours pas revenu, le Scholms? Et comment? De Southampton, un seul paquebot, celui de minuit. Du Havre, un seul train, celui de 8h du matin, qui arrive à 11h11. Du moment qu'il n'a pas pris le paquebot de minuit, et il ne l'a pas pris, les instructions données au capitaine étant formelles, il ne pourra être en France que ce soir, via New Haven et Dieppe. S'il revient, oh, Scholms n'abandonne jamais la partie. Il reviendra, mais trop tard. Nous serons loin. Et mademoiselle Destange? Je dois la retrouver dans 1 heure. Chez elle? Oh non, elle ne rentrera chez elle que dans quelques jours, après la tourmente. Et lorsque je n'aurai plus à m'occuper que d'elle. Mais vous, Dubreuil, il faut vous hâter. L'embarquement de tous nos colis sera long et votre présence est nécessaire sur le quai. Vous êtes sûr que nous ne sommes pas surveillés? Par qui? Je ne craignais que Scholms. Dubreuil se retira. Félix Davey fit un dernier tour, ramassa 2 ou 3 lettres déchirées, puis, apercevant un morceau de craie, il le prit, dessina sur le papier sombre de la salle à manger un grand cadre et inscrivit, ainsi que l'on fait sur une plaque commémorative, « Ici habita, durant 5 années, au début du XXe siècle, Arsène Lupin, gentilhomme cambrioleur. » Cette petite plaisanterie parut lui causer une vive satisfaction. Il la contempla en sifflotant un air d'allégresse et s'écria « Maintenant que je suis en règle avec les historiens des générations futures, filons! Dépêchez-vous, maître Herlock Sholmes. Avant 3 minutes, j'aurai quitté mon gîte et votre défaite sera totale. Encore 2 minutes? Vous me faites attendre, maître.
Encore une minute. Vous ne venez pas? Eh bien, je proclame votre déchéance et mon apothéose. Sur quoi, je m'esquive. Adieu, royaume d'Arsène Lupin, je ne vous verrai plus. Adieu les 55 pièces des 6 appartements sur lesquels je régnais. Adieu ma chambrette, mon austère chambrette. Une sonnerie coupa net son accès de lyrisme, une sonnerie aiguë, rapide et stridente, qui s'interrompit 2 fois, reprit 2 fois, et cessa. C'était la sonnerie d'alarme. Qu'y avait-il donc? Quel danger imprévu? Ganimard? Mais non. Il fut sur le point de regagner son bureau et de s'enfuir, mais d'abord il se dirigea du côté de la fenêtre. Personne dans la rue. L'ennemi serait-il donc déjà dans la maison? Il écouta et crut discerner des rumeurs confuses. Sans plus hésiter, il courut jusqu'à son cabinet de travail, et comme il en franchissait le seuil, il distingua le bruit d'une clé que l'on cherchait à introduire dans la porte du vestibule. « Diable !» murmura-t-il, « il n'est que temps. La maison est peut-être cernée. L'escalier de service, impossible. Heureusement que la cheminée... » Il poussa vivement la moulure. Elle ne bougea pas. Il fit un effort plus violent. Elle ne bougea pas. Au même moment, il eut l'impression que la porte s'ouvrait là-bas et que des pas résonnaient. « Sacré nom !» jura-t-il. « Je suis perdu si ce fichu mécanisme... » Ses doigts se convulsèrent autour de la moulure. De tout son poids, il pesa. Rien ne bougea. Rien. Par une malchance incroyable, par une méchanceté vraiment effarante du destin, le mécanisme qui fonctionnait encore un instant auparavant ne fonctionnait plus. Il s'acharna, se crispa. Le bloc de marbre demeurait inerte, immuable. Malédiction! Était-il admissible que cet obstacle stupide lui barrât le chemin? Il frappa le marbre, il le frappa à coups de poing rageurs, il le martela, il l'injuria. « Eh bien quoi, monsieur Lupin? Y a-t-il donc quelque chose qui ne marche pas comme s'il vous plaît ?» Lupin se retourna, secoué d'épouvante. Herlock Sholmès était devant lui. Herlock Sholmès! Il le regarda en clignant des yeux, comme gêné par une vision cruelle. Herlock Sholmès à Paris? Herlock Sholmès, qu'il avait expédié la veille en Angleterre ainsi qu'un colis dangereux et qui se dressait en face de lui, victorieux et libre. Ah! Pour que cet impossible miracle se fût réalisé malgré la volonté d'Arsène Lupin, il fallait un bouleversement des lois naturelles, le triomphe de tout ce qui est illogique et anormal. Herlock Sholmès, en face de lui! Et l'Anglais prononça, ironique à son tour, et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si souvent cinglé. « Monsieur Lupin, je vous avertis qu'à partir de cette minute, je ne penserai plus jamais qu'à la nuit où vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron d'Autrec. Plus jamais aux mésaventures de mon ami Wilson, plus jamais à mon enlèvement en automobile, et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir, ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable. Cette minute efface tout. Je ne me souviens plus de rien. Je suis payé. Je suis royalement payé. » Lupin garda le silence. L'Anglais reprit. « N'est-ce pas votre avis ?» Il avait l'air d'insister comme s'il eût réclamé un acquiescement, une sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion durant lequel l'Anglais se sentit pénétré,
scruté jusqu'au plus profond de son âme, Lupin déclara « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux. » « Extrêmement sérieux. Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici, devant moi, seul, vous entendez, seul en face d'Arsène Lupin, me donne à croire que votre revanche est aussi complète que possible. Aussi complète que possible. Cette maison, cernée. Les 2 maisons voisines, cernées. L'appartement au-dessus de celui-ci, les 3 appartements du 5e que M. Dubreuil occupait, cernés. De sorte que vous êtes pris, Monsieur Lupin. Irrémédiablement pris. Les mêmes sentiments qui avaient agité Sholmes au cours de sa promenade en automobile, Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses. Tous 2 également puissants, ils devaient pareillement accepter la défaite comme un mal provisoire, auquel on doit se résigner. « Nous sommes quittes, monsieur, » dit-il nettement. L'Anglais sembla ravi de cet aveu. Ils se turent. Puis Lupin reprit, déjà maître de lui et souriant, « Et je n'en suis pas fâché. Cela devenait fastidieux de gagner à tous les coups. Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois, j'y suis. Touché, maître. » Il riait de bon cœur. « Enfin, enfin, on va se divertir. Lupin est dans la souricière. Comment va-t-il sortir de là? Dans la souricière. Quelle aventure! Ah, maître, je vous dois une rude émotion. C'est cela, la vie. » Il se pressa les tempes de ses 2 poings fermés, comme pour comprimer la joie désordonnée qui bouillonnait en lui, et il avait aussi des gestes d'enfant qui décidément s'amusent au-delà de ses forces. Enfin, il s'approcha de l'Anglais. « Et maintenant, qu'attendez-vous » ? « Ce que j'attends. »« Oui. Ganimard est là avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas ?»« Je l'ai prié de ne pas entrer. »« Et il a consenti ?»« Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que M. Félix Davey n'est qu'un complice de Lupin. » Alors je répète ma question sous une autre forme. Pourquoi êtes-vous entré seul? J'ai d'abord voulu vous parler. Ah ah! Vous avez à me parler. Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. Il y a telle circonstance où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes. « Monsieur Sholmes, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle? Ou bien le rebord de cette fenêtre? Je suis sûr qu'un verre de bière serait le bienvenu. Brune ou blonde? Mais asseyez-vous, je vous en prie. » « Inutile. Causons. »« J'écoute. »« Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. Si j'ai été amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but. » « Qui était? »« De retrouver le diamant bleu. »« Le diamant bleu? »« Certes, puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Bleichen n'était pas le vrai. » En effet, le vrai fut expédié par la dame blonde,
Je le fis copier exactement, et comme alors j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse et que le consul Bleichen était déjà suspect, la susdite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du susdit consul. Tandis que vous gardiez le vrai. Bien entendu. Ce diamant-là, il me le faut. Impossible. Mille regrets. Je l'ai promis à la comtesse de Crozon. Je l'aurai. Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession? Je l'aurai précisément parce qu'il est dans votre possession. Je vous le rendrai donc? Oui, Volontairement. je vous l'achète. Lupin eut un accès de gaieté. Vous êtes bien de votre pays. Vous traitez ça comme une affaire. C'est une affaire. Et que m'offrez-vous? La liberté de mademoiselle Destange. Sa liberté. Mais je ne sache pas quel soit ton état d'arrestation. Je fournirai à monsieur Ganimard les indications nécessaires. Privée de votre protection, elle sera prise, elle aussi. Lupin s'esclaffa de nouveau. Cher monsieur, vous m'offrez ce que vous n'avez pas. Mademoiselle Destange est en sûreté et ne craint rien. Je demande autre chose. L'Anglais hésita, visiblement embarrassé, un peu de rouge aux pommettes. Puis, brusquement, il mit la main sur l'épaule de son adversaire. Et si je vous proposais... Ma liberté? Non. Mais enfin, je puis sortir de cette pièce, me concerter avec monsieur Ganimard. Et me laisser réfléchir? Oui, Eh mon Dieu, à quoi cela me servira-t-il? Ce satané mécanisme ne fonctionne plus, dit Lupin en poussant avec irritation la moulure de la cheminée. Il étouffa un cri de stupéfaction cette fois. Caprice des choses, retour inespéré de la chance, le bloc de marbre avait bougé sous ses doigts. C'était le salut, l'évasion possible. En ce cas, à quoi bon se soumettre aux conditions de Sholmes? Il marcha de droite et de gauche comme s'il méditait sa réponse. Puis, à son tour, il posa sa main sur l'épaule de l'Anglais. Tout bien pesé, monsieur Sholmes. J'aime mieux faire mes petites affaires seul. Cependant, non, je n'ai besoin de personne. quand Ganimard vous tiendra, ce sera fini. On ne vous lâchera pas. Qui sait? Voyons, c'est de la folie. Toutes les issues sont occupées. Il en reste une. Laquelle? Celle que je choisirai. Des mots. Votre arrestation peut être considérée comme effectuée. Elle ne l'est pas. Alors, je garde le diamant bleu. Sholmes tira sa montre. il est 3h moins 10. À 3h, j'appelle Ganimard. Nous avons donc 10 minutes devant nous pour bavarder. Profitons-en, monsieur Sholmes. Et pour satisfaire la curiosité qui me dévore, dites-moi comment vous vous êtes procuré mon adresse et mon nom de Félix Davey. Tout en surveillant attentivement Lupin dont la bonne humeur l'inquiétait, Sholmes se prêta volontiers à cette petite explication où son amour-propre trouvait son compte et repartit. Votre adresse, je la tiens de la dame blonde. Clotilde. Elle-même. Rappelez-vous, hier matin, quand j'ai voulu l'enlever en automobile, elle a téléphoné à sa couturière. En effet. Eh bien, j'ai compris plus tard que la couturière
c'était vous. Et dans le bateau, cette nuit, par un effort de mémoire qui est peut-être une des choses dont il me sera permis de tirer vanité, je suis parvenu à reconstituer les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. 73. De la sorte, possédant la liste de vos maisons retouchées, il m'a été facile, dès mon arrivée à Paris ce matin à 11 heures, de chercher et de découvrir dans l'annuaire du téléphone le nom et l'adresse de M. Félix Davet. Ce nom et cette adresse connus, j'ai demandé l'aide de Ganimard. Admirable. De premier ordre. Je n'ai qu'à m'incliner. Mais ce que je ne saisis pas, c'est que vous ayez pris le train du Havre. Comment avez-vous fait pour vous évader de l'Hirondelle? Je ne me suis pas évadé. Cependant, vous aviez donné l'ordre au capitaine de n'arriver à Southampton qu'à 1 heure du matin. On m'a débarqué à minuit. J'ai donc pu prendre le paquebot du Havre. Le capitaine m'aurait trahi? C'est inadmissible. Il ne vous a pas trahi. Alors? C'est sa montre. Sa montre? Oui, sa montre, que j'ai avancée d'1 heure. Comment? Comme on avance une montre, en tournant le remontoir. Nous causions, assis l'un près de l'autre, et je lui racontais des histoires qui l'intéressaient. Ma foi, il ne s'est aperçu de rien. Bravo, bravo, le tour est joli, je le retiens. Mais la pendule qui était accrochée à la cloison de sa cabine? Ah, la pendule, c'était plus difficile, car j'avais les jambes liées. Mais le matelot qui me gardait pendant les absences du capitaine a bien voulu donner un coup de pouce aux aiguilles. Lui? Allons donc. Il a consenti. Oh, il ignorait l'importance de son acte. Je lui ai dit qu'il me fallait à tout prix prendre le premier train pour Londres. Et il s'est laissé convaincre. Moyennant un petit cadeau que l'excellent homme d'ailleurs a l'intention de vous transmettre loyalement. Quel cadeau? Presque rien. Mais encore? Le diamant bleu. Le diamant bleu? Oui, le faux. Celui que vous avez substitué au diamant de la comtesse et qu'elle m'a confié. Ce fut une explosion de rire, soudaine et tumultueuse. Lupin se pâmait, les yeux mouillés de larmes. Dieu que c'est drôle! Mon faux diamant repassé au matelot et la montre du capitaine et les aiguilles de la pendule. Jamais encore Sholmes n'avait senti la lutte aussi violente entre Lupin et lui. Avec son instinct prodigieux, il devinait, sous cette gaieté excessive, une concentration de pensée formidable, comme un ramassement de toutes les facultés. Peu à peu, Lupin s'était rapproché, l'Anglais recula et distraitement glissa les doigts dans la poche de son gousset. « Il est 3 heures, monsieur Lupin. » 3 heures déjà? Oh, quel dommage! On s'amusait tellement. J'attends votre réponse. Ma réponse? Mon Dieu, que vous êtes exigeant. Alors, c'est la fin de la partie que nous jouons? Et comme enjeu, ma liberté? Ou le diamant bleu? Soit. Jouez le premier. Que faites-vous? Je marque le roi, dit Sholmes en jetant un coup de revolver. Et moi, le point!
riposta Arsène en lançant son poing vers l'Anglais. Sholmes avait tiré en l'air pour appeler Ganimard dont l'intervention lui semblait urgente. Mais le poing d'Arsène jaillit droit à l'estomac de Sholmes qui pâlit et chancela. D'un bond, Lupin sauta jusqu'à la cheminée et déjà la plaque de marbre s'ébranlait. Trop tard. La porte s'ouvrit. « Rendez-vous, Lupin, sinon… » Ganimard, posté sans doute plus près que Lupin n'avait cru, Ganimard était là, le revolver braqué sur lui. Et derrière Ganimard, 10 hommes. 20 hommes se bousculaient, de ces gaillards solides et sans scrupules qui l'eussent abattu comme un chien au moindre signe de résistance. Il fit un geste très calme. « Bas les pattes, je me rends. » Et il croisa ses bras sur sa poitrine. Il y eut comme une stupeur. Dans la pièce dégarnie de ses meubles et de ses tentures, les paroles d'Arsène Lupin se prolongeaient ainsi qu'un écho. « Je me rends. » Parole incroyable! On s'attendait à ce qu'il s'évanouît soudain par une trappe, ou qu'un pan de mur s'écroulât devant lui et le dérobât une fois de plus à ses agresseurs. Et il se rendait. Ganimard s'avança, et très ému, avec toute la gravité que comportait un tel acte, lentement, il étendit la main sur son adversaire, et il eut la jouissance infinie de prononcer « Je vous arrête, Lupin. » Brrr, frissonna Lupin. « Vous m'impressionnez, mon bon Ganimard. Quelle mine lugubre! On dirait que vous parlez sur la tombe d'un ami, voyons. Ne prenez pas ces airs d'enterrement. »« Je vous arrête. » Et ça vous épate? Au nom de la loi dont il est le fidèle exécuteur, Ganimard, inspecteur principal, arrête le méchant Lupin. Minute historique, et dont vous saisissez toute l'importance. Et c'est la seconde fois que pareil fait se produit. Bravo, Ganimard. Vous irez loin dans la carrière. Et il offrit ses poignets au cabriolet d'acier. Ce fut un événement qui s'accomplit d'une manière un peu solennelle. Les agents, malgré leur brusquerie ordinaire et l'âpreté de leur ressentiment contre Lupin, agissaient avec réserve, étonnés qu'il leur fût permis de toucher à cet être intangible. « Mon pauvre Lupin, soupira-t-il, que diraient tes amis du notre faubourg? Que diraient tes amis du noble faubourg s'ils te voyaient humilié de la sorte ?» Il écarta les poignets avec un effort progressif et continu de tous ses muscles. Les veines de son front se gonflèrent, les maillons de la chaîne pénétrèrent dans sa peau. « Allons-y, fit-il. » La chaîne sauta, brisée. « Une autre, camarade. Celle-ci ne vaut rien. » On lui en passa 2. Il approuva. « À la bonne heure. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. » Puis, comptant les agents, « Combien êtes-vous, mes amis? 25? 30?
C'est beaucoup. Rien à faire. Ah, si vous n'aviez été que 15. Il avait vraiment de l'allure. Une allure de grand acteur qui joue son rôle d'instinct et de verve avec impertinence et légèreté. Sholmes le regardait comme on regarde un beau spectacle dont on sait apprécier toutes les beautés et toutes les nuances. Et vraiment, il eut cette impression bizarre que la lutte était égale entre ces 30 hommes d'un côté, soutenus par tout l'appareil formidable de la justice, et de l'autre côté, cet être seul, sans armes et enchaîné. Les deux parties se valaient. « Eh bien, maître, lui dit Lupin, voilà votre œuvre. Grâce à vous, Lupin va pourrir sur la paille humide des cachots. Avouez que votre conscience n'est pas absolument tranquille et que le remords vous ronge. » Malgré lui, l'Anglais haussa les épaules avec l'air de dire « Il ne tenait qu'à vous. »« Jamais, jamais !» s'écria Lupin. « Vous rendre le diamant bleu? Ah non! Non. Il m'a coûté trop de peine déjà. J'y tiens. Lors de la première visite que j'aurai l'honneur de vous faire à Londres, le mois prochain sans doute, je vous dirai les raisons. Mais serez-vous à Londres le mois prochain? Préférez-vous Vienne, Saint-Pétersbourg ?» Il sursauta. Au plafond soudain résonnait un timbre, et ce n'était plus la sonnerie d'alarme, mais l'appel du téléphone dont les fils aboutissaient à son bureau entre les deux fenêtres et dont l'appareil n'avait pas été enlevé. Le téléphone. À qui donc allait tomber dans le piège que tendait un abominable hasard? Arsène Lupin eut un mouvement de rage vers l'appareil, comme s'il avait voulu le briser, le réduire en miettes, et par là même étouffer la voix mystérieuse qui demandait à lui parler. Mais Ganimard décrocha le récepteur et se pencha. « Allô? Allô? Le numéro 648-73? Oui, c'est ici. » Vivement, avec autorité, Sholmes l'écarta. « Allô? Allô? Le numéro 648-73? Oui, oui, c'est ici. » Vivement, avec autorité, Sholmes l'écarta, saisit les deux récepteurs et appliqua son mouchoir sur la plaque pour rendre plus indistinct le son de sa voix. À ce moment, il leva les yeux sur Lupin, et le regard qu'ils échangèrent leur prouva que la même pensée les avait frappés tous les deux, et que tous deux, ils prévoyaient jusqu'aux dernières conséquences de cette hypothèse possible, probable, presque certaine. C'était la dame blonde qui téléphonait. Elle croyait téléphoner à Félix Davey, ou plutôt à Maxime Bermond. Et c'est à Sholmes qu'elle allait se confier. Et l'Anglais scanda « Allô? Allô ?» Un silence. Et Sholmes « Oui, c'est moi, Maxime. » Tout de suite, le drame se dessinait avec une précision tragique. Lupin. L'indomptable et railleur Lupin ne songeait même pas à cacher son anxiété, et la figure pâlie d'angoisse, il s'efforçait d'entendre, de deviner. Et Sholmes continuait, en réponse à la voix mystérieuse, « Allô? Allô? Mais oui, tout est terminé, et je m'apprêtais justement à vous rejoindre, comme il était convenu. » Où? Mais à l'endroit où vous êtes. Ne croyez-vous pas que c'est encore là? Il hésitait, cherchant ses mots, puis il s'arrêta.
Il était clair qu'il tâchait d'interroger la jeune fille sans trop s'avancer lui-même et qu'il ignorait absolument où elle se trouvait. En outre, la présence de Ganimard semblait le gêner. Ah, si quelque miracle avait pu couper le fil de cet entretien diabolique! Lupin l'appelait de toutes ses forces, de tous ses nerfs tendus, et Sholm se prononça. « Allô, allô, vous n'entendez pas? Moi non plus, très mal. C'est à peine si je distingue. Vous écoutez? Eh bien, voilà, en réfléchissant, il est préférable que vous rentriez chez vous. À quel danger? Aucun. Mais il est en Angleterre. J'ai reçu une dépêche de Southampton me confirmant son arrivée. » L'ironie de ces mots. Sholm se les articula avec un bien-être inexprimable, et il ajouta « Ainsi donc, ne perdez pas de temps, cher ami. Je vous rejoins. » Il accrocha les récepteurs. « Monsieur Ganimard, je vous demanderai 3 de vos hommes. »« C'est pour la dame blonde, n'est-ce pas? » ?»« Oui. »« Vous savez qui c'est? Où elle est? » ?»« Oui. »« Bigre! Jolie capture. Avec Lupin, la journée est complète. Folenfant, emmenez 2 hommes et accompagnez monsieur. » L'Anglais s'éloigna, suivi des 3 agents. C'était fini. La dame blonde, elle aussi, allait tomber au pouvoir de Sholmes. Grâce à son admirable obstination, grâce à la complicité d'événements heureux, la bataille s'achevait pour lui en victoire, pour Lupin en un désastre irréparable. « Monsieur Sholmes !» L'Anglais s'arrêta. « Monsieur Lupin ?» Lupin semblait profondément ébranlé par ce dernier coup. Des rides creusaient son front. Il était las et sombre. Il se redressa pourtant en un sursaut d'énergie et malgré tout, allègre, dégagé, il s'écria « Vous conviendrez que le sort s'acharne après moi. Tout à l'heure, il m'empêche de m'évader par cette cheminée et me livre à vous. Cette fois, il se sert du téléphone pour vous faire un cadeau de la dame blonde. Je m'incline devant ses ordres. » Ce qui signifie que je suis prêt à rouvrir les négociations. Sholm se prit à part l'inspecteur et sollicita, d'un ton d'ailleurs qui n'admettait point de réplique, l'autorisation d'échanger quelques paroles avec Lupin. Puis, il revint vers celui-ci. Colloque suprême! Il s'engagea sur un ton sec et nerveux. « Que voulez-vous? » ?»« La liberté de mademoiselle Destange. »« Vous savez le prix? »« Oui. »« Et vous acceptez? » »« J'accepte toutes vos conditions. »« Ah !» fit l'Anglais étonné. « Mais vous avez refusé pour vous. » Il s'agissait de moi, monsieur Sholmes. Maintenant, il s'agit d'une femme, et d'une femme que j'aime. En France, voyez-vous, nous avons des idées très particulières sur ces choses-là, et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Lupin que l'on agit différemment, au contraire. Il dit cela très calmement. Sholmes eut une imperceptible inclination de la tête et murmura « Alors, le diamant bleu? » Prenez ma canne, là, au coin de la cheminée.
serrez d'une main la pomme et de l'autre, tournez la virole de fer qui termine l'extrémité opposée du bâton. Sholmes prit la canne et tourna la virole, et tout en tournant, il s'aperçut que la pomme se dévissait. À l'intérieur de cette pomme se trouvait une boule de mastic. Dans cette boule, un diamant. Il l'examina. C'était le diamant bleu. Mademoiselle Destange est libre, monsieur Lupin. Libre dans l'avenir, comme dans le présent. Elle n'a rien à craindre de vous, Ni de personne, quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Je ne sais plus son nom ni son adresse. Merci. Et au revoir, car on se reverra, n'est-ce pas, monsieur Sholmes? Je n'en doute pas. Il y eut entre l'Anglais et Ganimard une explication assez agitée à laquelle Sholmes coupa court avec une certaine brusquerie. Je regrette beaucoup, monsieur Ganimard, de n'être point de votre avis, mais je n'ai pas le temps de vous convaincre. Je pars pour l'Angleterre dans 1 heure. Cependant, la dame blonde, Je ne connais pas cette personne. il n'y a qu'un instant. C'est à prendre ou à laisser. Je vous ai déjà livré Lupin. Voici le diamant bleu que vous aurez le plaisir de remettre vous-même à la comtesse de Crozon. Il me semble que vous n'avez pas à vous plaindre. Mais la dame blonde. Trouvez-la. Il enfonça son chapeau sur sa tête et s'en alla rapidement, comme un monsieur qui n'a pas coutume de s'attarder lorsque ses affaires sont finies. « Bon voyage, maître !» cria Lupin. « Et croyez bien que je n'oublierai jamais les relations cordiales que nous avons entretenues. Mes amitiés à monsieur Wilson !» Il n'obtint aucune réponse, et ricana. C'est ce qui s'appelle filer à l'anglaise. Ah, ce digne insulaire ne possède pas cette fleur de courtoisie par laquelle nous nous distinguons. Pensez un peu, Ganimard, à la sortie qu'un Français eût effectuée en de pareilles circonstances. Sous quel raffinement de politesse il eût masqué son triomphe. Mais Dieu me pardonne, Ganimard. Que faites-vous? Allons bon, une perquisition? Mais il n'y a plus rien, mon pauvre ami, plus un papier. Mes archives sont en lieu sûr. Qui sait? Lupin se résigna. Tenu par 2 inspecteurs, entouré par tous les autres, il assista patiemment aux diverses opérations. Mais au bout de 20 minutes, il soupira. « Vite, Ganimard, vous n'en finissez pas. » Vous êtes donc bien pressé. Si je suis pressé, un rendez-vous urgent. Au dépôt? Non, en ville. Bah, et à quelle heure? À 2 heures. Il en est 3. Justement, je serai en retard. Et il n'est rien que je déteste comme d'être en retard. Me donnez-vous 5 minutes? Pas une de plus. Trop aimable. Je vais tâcher... Ne parlez pas tant. Encore ce placard, mais il est vide. Cependant, voici des lettres. Oh, de vieilles factures. Non, un paquet attaché par une faveur. Une faveur rose? Oh, Ganimard, ne dénouez pas, pour l'amour du ciel. C'est d'une femme. Oui, Une femme du monde. du meilleur. Son nom? Madame Ganimard? Très drôle, très drôle. S'écria l'inspecteur d'un ton pincé. À ce moment, les hommes envoyés dans les autres pièces annoncèrent que les perquisitions n'avaient abouti à aucun résultat. Lupin se mit à rire. Parbleu! Est-ce que vous espériez découvrir la liste de mes camarades? Ou la preuve de mes relations avec l'empereur d'Allemagne?
Ce qu'il faudrait chercher, Ganimard, ce sont les petits mystères de cet appartement. Ainsi, ce tuyau de gaz est un tuyau acoustique. Cette cheminée contient un escalier, cette muraille est creuse, et l'enchevêtrement des sonneries. Tenez, Ganimard, pressez ce bouton. Ganimard obéit. Vous n'entendez rien? Interrogea Lupin. Non, moi non plus. Pourtant, vous avez averti le commandant de mon parc aérostatique de préparer le ballon dirigeable qui va nous enlever bientôt dans les airs. Allons, dit Ganimard, qui avait terminé son inspection. Assez de bêtises, et en route! Il fit quelques pas. Les hommes le suivirent. Lupin ne bougea point d'une semelle. Ses gardiens le poussèrent, en vain. « Eh bien, dit Ganimard, vous refusez de marcher? Pas du tout. En ce cas, mais ça dépend. De quoi? De l'endroit où vous me conduirez. Au dépôt, parbleu! Alors je ne marche pas. Je n'ai rien à faire au dépôt. Mais vous êtes fou! N'ai-je pas eu l'honneur de vous prévenir que j'avais un rendez-vous urgent? Lupin! Comment, Ganimard? La dame blonde attend ma visite. Et vous me supposez assez grossier pour la laisser dans l'inquiétude. Ce serait indigne d'un galant homme. Écoutez, Lupin, dit l'inspecteur que ce persiflage commençait à irriter. J'ai eu pour vous jusqu'ici des prévenances excessives, mais il y a des limites. Suivez-moi. Impossible, j'ai un rendez-vous. Je serai à ce rendez-vous. Une dernière fois? Impossible. Ganimard fit un signe. Deux hommes enlevèrent Lupin sous les bras, mais ils le lâchèrent aussitôt avec un gémissement de douleur. De ses deux mains, Arsène Lupin enfonçait dans la chair deux longues aiguilles. Fous de rage, les autres se précipitèrent, leur haine enfin déchaînée, brûlant de venger leurs camarades et de se venger eux-mêmes de tant d'affronts, et ils frappèrent et ils cognèrent à l'envi. Un coup plus violent l'atteignit à la tempe, il tomba. « Si vous l'abîmez, gronda Ganimard, furieux, vous aurez affaire à moi !» Il se pencha, prêt à le soigner. Mais ayant constaté qu'il respirait librement, il ordonna qu'on le prît par les pieds et par la tête, tandis que lui-même le soutiendrait par les reins. « Allez doucement surtout. Pas de secousse. Ah, les brutes, ils me l'auraient tué. Et Lupin, comment ça va ?» Lupin ouvrait les yeux. Il balbutia. « Pas chic, Ganimard. Vous m'avez laissé démolir. »« C'est de votre faute, nom d'un chien, avec votre entêtement, » répondit Ganimard, désolé. « Mais vous ne souffrez pas ?» On arrivait au palier. Lupin gémit. « Ganimard, l'ascenseur, ils vont me casser les os. »« Bonne idée, excellente idée !» approuva Ganimard. « D'ailleurs, l'escalier est si étroit, il n'y aurait pas moyen. » Il fit monter l'ascenseur. On installa Lupin sur le siège avec toutes sortes de précautions. Ganimard prit place auprès de lui et dit à ses hommes « Descendez en même temps que nous. Vous m'attendrez devant la loge du concierge. C'est convenu ?» Il tira la porte. Mais elle n'était pas fermée que des cris jaillirent. D'un bond, l'ascenseur s'était élevé comme un ballon dont on a coupé le câble. Un éclat de rire retentit, sardonique. « Nom de Dieu !» hurla Ganimard, cherchant frénétiquement dans l'ombre le bouton de descente. Et, comme il ne trouvait pas, il cria « Le cinquième! Gardez la porte du cinquième !» 4 à 4, les agents grimpèrent dans l'escalier. Mais il se produisit ce fait étrange. L'ascenseur sembla crever le plafond du dernier étage, disparut aux yeux des agents
émergea soudain à l'étage supérieur, celui des domestiques, et s'arrêta. 3 hommes guettaient qui ouvrirent la porte. 2 d'entre eux maîtrisèrent Ganimard, lequel, gêné dans ses mouvements, abasourdi, ne songeait guère à se défendre. Le 3e emporta Lupin. « Je vous avais prévenu, Ganimard. L'enlèvement en ballon est grâce à vous. Une autre fois, soyez moins compatissant. Et surtout, rappelez-vous qu'Arsène Lupin ne se laisse pas frapper et mettre à mal sans des raisons sérieuses. Adieu. » La cabine était déjà refermée et l'ascenseur avec Ganimard réexpédié vers les étages inférieurs. Et tout cela s'exécuta si rapidement que le vieux policier rattrapa les agents près de la loge de la concierge. Sans même se donner le mot, ils traversaient la cour en toute hâte et remontèrent l'escalier de service, seul moyen d'arriver à l'étage des domestiques par où l'évasion s'était produite. Un long couloir à plusieurs coudes et bordé de petites chambres numérotées conduisait à une porte que l'on avait simplement repoussée. De l'autre côté de cette porte, et par conséquent dans une autre maison, partait un autre couloir, également à angle brisé et bordé de chambres semblables. Tout au bout, un escalier de service. Ganimard le descendit, traversa une cour, un vestibule et s'élança dans une rue, la rue Picot. Alors il comprit. Les 2 maisons, bâties en profondeur, se touchaient, et leurs façades donnaient sur 2 rues, non point perpendiculaires, mais parallèles, et distantes l'une de l'autre de plus de 60 mètres. Il entra dans la loge de la conciergerie et, montrant sa carte, « 4 hommes viennent de passer ?»« Oui, les 2 domestiques du 4e et du 5e, et 2 amis. »« Et qu'est-ce qui habite au 4e et au 5e ?»« C'est messieurs Fauvel et leur cousin Provost. Ils ont déménagé aujourd'hui. Il ne restait que ces 2 domestiques. Ils viennent de partir. » « Ah !» pensa Ganimard qui s'effondra sur un canapé de la loge. « Quel beau coup nous avons manqué ! Toute la bande occupait ce pâté de maison !» 40 minutes plus tard, 2 messieurs arrivaient en voiture à la gare du Nord et se hâtaient vers le rapide de Calais, suivis d'un homme d'équipe qui portait leurs valises. L'un d'eux avait le bras en écharpe et sa figure pâle n'offrait pas l'apparence de la bonne santé. L'autre semblait joyeux. « Au galop, Wilson. Il s'agit de ne pas manquer de le train. Ah, Wilson, je n'oublierai jamais ces 10 jours. » « Moi non plus. »« Ah, les belles batailles. »« Superbe. »« À peine celle-là, quelques petits ennuis. »« Bien petits. »« Et finalement, le triomphe sur toute la ligne. Lupin arrêté, le diamant bleu reconquis. Mon bras cassé. » Quand il s'agit de pareille satisfaction, qu'importe un bras cassé. Surtout le mien. Eh oui. Rappelez-vous, Wilson, c'est au moment même où vous étiez chez le pharmacien en train de souffrir comme un héros que j'ai découvert le fil qui m'a conduit dans les ténèbres. Quelle heureuse chance! Des portières se fermaient. « En voiture, s'il vous plaît! Pressons-nous, messieurs !» L'homme d'équipe escalada les marches d'un compartiment vide et disposa les valises dans le filet, tandis que Sholmes hissait l'infortuné Wilson. « Mais qu'avez-vous, Wilson? Vous n'en finissez pas. Du nerf, vieux camarade. »« Ce n'est pas le nerf qui me manque. »« Mais quoi? »« Je n'ai qu'une main de disponible. »« Et après ?» s'exclama joyeusement Sholmes. « En voilà des histoires. On croirait qu'il n'y a que vous dans cet état. Et les manchots, les vrais manchots. Allons, ça y est-il. Ce n'est pas dommage. » Il tendit à l'homme d'équipe une pièce de 50 centimes. « Bien, mon ami, voici pour vous. » « Merci, monsieur Sholmes. » L'Anglais leva les yeux. Arsène Lupin.
Vous balbutia-t-il ahuri. Et Wilson bégaya en brandissant son unique main avec des gestes de quelqu'un qui démontre un fait. Vous, mais vous êtes arrêté! Sholmes me l'a dit! Quand il vous a quitté, Ganimard et ses 30 agents vous entouraient! Lupin croisa ses bras, et d'un air indigné. Alors vous avez supposé que je vous laisserais partir sans vous dire adieu? Après les excellents rapports d'amitié que nous n'avons jamais cessé d'avoir les uns avec les autres. Mais ce serait de la dernière incorrection. Pour qui me prenez-vous? Le train sifflait. Enfin, je vous pardonne. Mais avez-vous ce qu'il vous faut? Du tabac, des allumettes, oui. Et les journaux du soir. Vous y trouverez des détails sur mon arrestation. Votre dernier exploit, maître. Et maintenant, au revoir. Et enchanté d'avoir fait votre connaissance. Enchanté, vraiment. Et si vous avez besoin de moi, je serai trop heureux. Il sauta sur le quai et referma la portière. Adieu, fit-il encore en agitant son mouchoir. Adieu. Je vous écrirai. Vous aussi, n'est-ce pas? Et votre bras cassé, monsieur Wilson. J'attends de vos nouvelles à tous deux. Une carte postale de temps à autre. Comme adresse, Lupin, Paris. C'est suffisant. Inutile d'affranchir. Adieu. À bientôt. Et voilà, chers amis, c'est tout pour ce live lecture sur Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Le 6e épisode sur 8 de cette nouvelle histoire. Ce Lupin qui est incorrigible, qui est inarrêtable. C'est terrible. Je sais pas vous, mais je prends vraiment un panard pas possible à lire ses aventures. Ce Lupin qui est inarrêtable. Ce pauvre Ganimard qui se fait toujours avoir au dernier moment. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ce tirage de bourre avec Sherlock Holmes qui est infini. C'est juste incroyable. Je vais vous retrouver tout de suite dans le clavardage, le temps de mettre un tout petit peu de musique de fond et de récupérer. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Voilà. La musique de fond étant récupérée, on va pouvoir discuter encore un petit bout. Alors, il est bientôt 22h30, donc je pense pas qu'on va tenir encore une demi-heure, mais le temps de discuter un petit peu avec vous. Et ensuite, quand on arrivera au bout de nos discussions, nous arrêterons. Suskazu qui nous dit j'arrive juste sur la fin, mais il me semble que notre ami Lupin a encore fait des étincelles. Bah écoute, tu écouteras ça à la rediffusion, Kazu. Mais oui, effectivement. Il en a fait de très très belles et de très très bonnes. Ah, coucou DB qui est passé en nous disant qu'elle se réjouit d'écouter cette nouvelle aventure de Lupin en rediffusion avec le jeune auditeur entre le tournevis et le marteau. C'est ce que oui, ça c'est bon. Ganimard s'est fait eu, oui, encore. Ce pauvre Ganimard qui n'a de cesse de se faire avoir. Il se fait toujours avoir par Lupin. C'est terrible. C'est vraiment terrible.
Aïe aïe aïe, cette tension merveilleuse où on n'a jamais envie. On n'a jamais envie qu'il arrive un souci à ce sacré Lupin. Et d'un autre côté, ce pauvre Ganimard, on aurait envie qu'il réussisse. Mais bon, s'il réussit, c'est Lupin sous les barreaux. Donc, c'est délicieux de le voir rater encore et encore. Surtout qu'il ne manque pas de bonne volonté, ce pauvre Ganimard. Il se fait avoir, mais avec panache. Oui, parce que Ganimard est... Enfin, c'est ça qui est fantastique. C'est que là, on a vraiment, et c'est quelque chose que je relevais dans un direct précédent, c'est que dans cette histoire-là, Maurice Leblanc a vraiment poussé l'aspect que nous avons affaire à un duel des dieux presque. Puisque il avait déjà été établi dans le précédent livre que Ganimard était loin d'être un mauvais inspecteur de police, de très très loin. Simplement, Arsène Lupin est vraiment trop fort. C'était d'ailleurs comme ça qu'on pouvait attester comment dire, de la velléité de l'astuce en fait d'Arsène Lupin. Et là, avec Sholmes, on a vraiment ce duel des titans qui n'a de cesse de se renouveler. Et d'ailleurs, cet épisode-là est un exemple parfait de ça. Avec, à la fin des fins, un point... Ça se solde quand même au bout de 6 épisodes. Ça se solde par un épisode avec un point partout. Mais au final, un 4-1 de Lupin contre Sholmes. Et... Et ce pauvre Ganimard qui lutte tout ce qu'il peut, mais qui quand même se fait avoir et se fait rattraper par son humanité, quelque part. Et par quelque part sa tendresse pour Lupin d'une manière ou d'une autre. Alors, décapsuleur, oui, j'envoie vraiment un livre à 50 000 points de chaîne, mais j'envoie un livre spécifique puisque j'envoie le livre qui est lu en cours de direct dans les live lectures. Donc en ce moment, d'ailleurs les premiers qui vont pouvoir en attester, vont être Suisse, Kazoo et Raveline, puisque respectivement Kazoo et Raveline ont claqué les 50 000 points de la belle relure pour le comte de Monte Cristo. Et Suisse Kazoo a remis le paquet pour Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Donc je vais pas tarder à l'envoyer. Ça va dépendre de l'édition que je trouve, hein, des capsuleurs. Mais concrètement, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver de jolies relures. Après, ça veut pas forcément dire qu'elles sont terriblement chères. J'essaie juste de trouver un truc qui soit visuellement sympathique. Et puis je vais... vraisemblablement faire des magasins de seconde main pour trouver des éditions qui soient belles. Ganimard n'est pas un peu trop gentil pour être un policier des années 30 ? Mais en fait non. Faut bien s'entendre sur le fait que Ganimard est décrit encore une fois comme étant un inspecteur qui est un vieux briscard et qui est respecté au sein de la police. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on a autant de sympathie pour lui. C'est que c'est un vrai bon élément de la police. Il est respecté. C'est d'ailleurs dans une des affaires qui est dans le premier livre, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter en rediffusion sur la chaîne YouTube et Odyssée de l'Aube des Songes. Donc le livre qui s'appelle Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Je crois que c'est la deuxième affaire, donc le deuxième épisode. Il y a un possesseur d'objets de valeur qui vit dans un château et qui se fait menacer par Arsène Lupin de simplement... C'est ça, c'est Arsène Lupin lui dit il y a des objets qui m'intéressent chez vous, donc ou vous me les livrez, ou je viens les chercher. Et évidemment, celui qui possède les objets de valeur n'a absolument pas envie ni de les donner, ni de se faire cambrioler par Lupin, donc il va chercher l'aide de Ganimard, dont il a su, de par sa réputation, que... il était a priori de taille à lutter contre Lupin. Et je dis ça, mais en fait je me rappelle maintenant que
le premier chapitre d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, c'est sa première arrestation par Ganimard. Et d'ailleurs, il est établi pendant tout le chapitre que Ganimard est une vraie menace. C'est l'équivalent d'un Sherlock Holmes, en tout cas tel qu'il est présenté, parce que selon les diverses rumeurs qui courent sur lui, selon les avis des différents personnages, c'est un vrai adversaire qu'Arsène Lupin aurait à craindre a priori, et il faut pas oublier non plus que c'est quelqu'un que Lupin respecte. Parce qu'il lui dit, et il le laisse entendre une deuxième fois cette fois-ci, mais il le faisait déjà dans le deuxième épisode d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, où il a une discussion avec Ganimard dans la prison, et il lui dit, mais il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est un gage d'estime que je vous donne de m'avoir laissé m'arrêter. Parce que si je me laisse arrêter par vous, c'est que je le veux bien, à quelque part. Et on s'en rendra compte plus tard, c'est qu'effectivement, il avait planifié son arrestation, son évasion et autres. Et donc, il a une véritable estime pour Ganimard. Après, là, il y a Sholmes qui est là, donc c'est ça qui est fort, justement. C'est que Sholmes brille encore de sa surperformance vis-à-vis de Ganimard, qui était déjà supposé être un très bon policier. Mais du coup, Ganimard en paraît diminué. La phrase qui m'a tué, c'est le coup qu'on aurait pu faire. C'est ça, c'est le coup qu'on aurait pu faire, toute la bande au même endroit. Bah oui. Et ça, c'est en plus. Mais ça, c'est jouissif. À l'après-lecture, c'est de se rendre compte de. Parce que Leblanc, plus je lis du Arsène Lupin et plus je vous lis du Arsène Lupin, plus je me rends compte de la finesse de la plume de Maurice Leblanc. C'est simple, mais c'est fin. C'est-à-dire que vous avez toujours quelque chose, mais si vous attrapez les détails, c'est encore plus savoureux. Parce qu'effectivement, toute la bande au même endroit, c'est-à-dire que là, si on remet en perspective, toute la bande de Lupin qui s'est fait traquer, chercher de partout, qui a été... Tout Paris ou presque s'est fait ratiboiser sans jamais que la bande de Lupin ne se fasse attraper. Et non seulement ils n'étaient pas particulièrement cachés, mais en plus ils étaient tous au même endroit. Ils n'étaient même pas disséminés, il n'y avait même pas de réseau secret. Non, voilà, on est tous là. C'est tout. Terrible, terrible. Pendant mes vacances en péniche, nous dit Raveline, j'ai lu les 2 premiers chapitres de Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur à ma cousine de 11 ans. Et elle m'a demandé de lui prêter mon livre pour continuer de le lire. Fantastique! Ah, je suis tellement heureux de lire ça, Raveline. Eh ben, salutations et félicitations à ta cousine de 11 ans qui a de bons goûts, d'une part. Et je suis vraiment très heureux que ces livres de qualité se transmettent. Parce que là, on a vraiment le fond et la forme avec Maurice Leblanc. C'est à la fois plaisant à lire et à la fois... Qu'est-ce que c'est bon en termes de littérature. Ça a l'air simple, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Encore une fois, plus j'en lis et plus je suis surpris. Enfin, plus je suis fasciné plutôt. Radio Cobra nous dit, je pensais surtout au « ne l'abîmez pas ». Il parlait de Lupin, criminel notoire qui venait de blesser 2 agents de l'ordre. Souvent, à cette époque, le criminel aurait glissé dans l'escalier sur 3 paliers. Alors, peut-être, bien que je ne sache pas, mais quand bien même, on parle d'Arsène Lupin. Alors, c'est l'injustice la plus totale, hein, mais c'est Arsène Lupin. Je crois qu'il y a quand même une certaine satisfaction à arrêter les criminels de cet acabit vivants, malgré tout. Bien. Sur ce, chers amis, on arrive tranquillement au bout de cette émission. Je pense que nous n'allons pas particulièrement faire de zèle, à moins qu'il y ait un sujet qui vous chatouille et que vous vouliez que l'on discute encore un peu. Mais l'épisode de cette fois-ci est fait.
je pense que nous arrivons tranquillement au bout. Ah, Raveline nous ajoute un message. Et le pire, c'est que j'avais acheté Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur et Arsène Lupin contre Sherlock Holmes dans un supermarché le premier jour. Ah, pendant ces vacances-là. Mais en plus, il y a... Alors, vous ne savez que je ne porte pas la dernière série qui a été faite autour de l'univers de Lupin dans mon cœur. Mais cela dit, il y a eu une réédition populaire en supermarché de livres. En grande surface de librairie plutôt. En grande librairie, je ne sais pas ce que c'est le terme exact. Mais une édition a priori assez abordable et qui était plutôt jolie, plutôt élégante. Alors qu'il n'était pas toute la série, hein. Je crois qu'il y avait une dizaine ou une quinzaine des aventures qui ont été rééditées. Mais dans des formats qui sont assez élégants. Que je me risquerais presque à vous recommander. Et que je vous recommanderais carrément si et seulement si j'avais eu l'objet entre les mains. Et comme c'est pas le cas, je ne saurais dire. Bon. Et bien chers amis, je pense que c'est une émission rondement menée. Il va être temps pour moi de vous rappeler les prochains rendez-vous et ensuite nous nous laisserons ici. Bien. Du coup, pour la suite du programme, il va se passer des choses, mes chers amis. Alors, pour commencer, rendez-vous jeudi prochain à 19 h pour la suite d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, donc à 19 h jeudi prochain dans le prochain live lecture. Rendez-vous lundi a priori à 19 h pour un maître du donjon, peut-être selon à 20 h, je vous tiendrai au courant s'il y a un changement de programme, mais si on se retrouve à 20 h, ce sera pour Slasher 3. Donc soit l'un, soit l'autre. Et samedi matin, on se retrouve entre 9 h et midi pour le dernier Café des Fables de la saison où nous enchaînons les histoires d'Edgar Allan Poe. Nous aurons 2 nouvelles histoires extraordinaires avant de passer à autre chose pour le mois de novembre. Donc je récapitule. Jeudi prochain à 19 h pour la suite d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Lundi prochain, live jeu de rôle soit à 19 h pour un maître du donjon, soit à 20 h pour Slasher 3, a priori maître du donjon à 19 h. Et puis samedi entre 9 h et midi, Café des Fables avec la suite du mois d'octobre avec Edgar Allan Poe et ses histoires extraordinaires. Je vous remercie d'avoir été là ce soir avec nous pour ce live lecture. Je vous donne rendez-vous donc samedi matin à 9 h pour le prochain Café des Fables. Et d'ici là, prenez soin de vous, des bisous et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant. Et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur.
Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes.